jusque-là des œuvres dans lesquelles l'homme ayant un peu trop détruit la nature, celle-ci avait fini par se venger. Mais malgré les différents combats, on a quand même vu qu'à la fin, l'homme et la nature réussissaient de nouveau à vivre en harmonie. Et oui, je porte un pull Totoro alors que j'ai parlé de Totoro il y a 2 semaines, mais je m'en fiche, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Pour faire une transition entre mes 2 vidéos que j'ai déjà faites et celle-ci, j'aimerais parler d'un type de film qui s'appelle le film à catastrophe. Alors je précise que je parle de catastrophe naturelle, hein, sinon ça n'a pas de rapport avec la nature. Alors je suis pas une très grande fan forcément de ce type de film, mais il y en a un, j'avoue que j'ai bien aimé, c'est Le jour d'après de Roland Emmerich, sorti en 2004. Alors, en quoi il fait une transition idéale? Alors, le film se passe dans une époque plutôt contemporaine. Il n'y a pas de date, mais en gros, on va dire aujourd'hui, quoi. Et comme dans les films qu'on a vus précédemment, la nature contre-attaque violemment, sauf que celle-ci, elle a pas l'air d'avoir très envie de tenter de vivre en harmonie avec les humains. En gros, d'un coup, il se met à grêler, à neiger, à pleuvoir, il y a des tsunamis, des tornades, une énorme vague de froid qui arrive du jour au lendemain et qui en gros réduit la population quasiment à néant. Donc ici on peut clairement dire que la nature se révolte, mais elle n'a pas l'air d'avoir envie d'engager un pourparler. Le film montre donc une destruction courte et rapide de l'homme par la nature, mais sans donner de possibilité d'avenir pour l'humanité. Et donc aujourd'hui on va plutôt parler de films qui nous donnent une image de l'avenir, et pour cela il va falloir que je présente 2 choses, l'anticipation et la dystopie. Alors le plus simple, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est un genre littéraire et cinématographique qui est très souvent lié à la science-fiction et qui présente des œuvres qui se passent dans un futur plus ou moins proche. Voilà, bah c'est tout simple en fait. Donc les 3 œuvres dont on va parler aujourd'hui se passent dans le futur et donc c'est de l'anticipation. Voilà. Dystopie, hein. La dystopie, en gros, c'est l'opposé de l'utopie. L'utopie, c'est d'imaginer un monde futur dans lequel le bonheur sera accessible à tous. La dystopie nous présente plutôt un avenir dans lequel c'est la merde. Et donc les films qu'on va voir aujourd'hui, même si certains sont plutôt géniaux, voire mignons, se passent dans un futur, disons, pas super top. Donc en film, nous allons voir Soleil Vert de Richard Fleischer, sorti en 1974. Nous verrons Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki, évidemment sorti en 84. Et le film d'animation d'Andrew Stanton pour Pixar, sorti en 2008, c'est-à-dire Wall-E. Je vais diviser la vidéo, on va dire, en 2 parties. Dans la première, nous verrons ceux où l'humain a battu la nature, et nous finirons sur la nature qui a battu les humains. Commençons par le plus vieux des films, c'est-à-dire Soleil Vert, sorti en 1974 de Richard Fleischer, qui est une adaptation extrêmement libre du roman Make Room de Harry Harrison, sorti en 1966. Et alors le titre du roman est tellement meilleur que le titre du film. Honnêtement, je déteste le titre français de cette œuvre. Alors je le déteste pour une raison très simple, il n'a aucun sens. Mais alors aucun. C'est juste une traduction foireuse du titre anglais, c'est-à-dire Soleil Green, parce que soleil, ouais ça se ressemble, ok. Mais ça n'a aucun sens. Pour vous résumer un peu le film et vous expliquer en quoi ça n'a aucun sens, le film se déroule sur Terre en 2022. En gros, la planète est tellement polluée que l'homme a détruit la faune et la flore. Il y a une température globale de 30 degrés constamment et une surpopulation terrible. On se retrouve avec tout ça au milieu d'une pénurie totale de bouffe parce que tout simplement il n'y a plus de faune ni de flore, et à cause de la chaleur constante, une pénurie d'eau. Faut juste rappeler un petit peu le contexte pour l'idée de la surpopulation. Le roman a été écrit en 66, le film est sorti en 74, c'est-à-dire que comme en plus entre 45 et 75 on a eu ce qu'on appelle le baby boom, c'est-à-dire une période où il y a eu beaucoup de naissances à l'après-guerre. Donc forcément, la population étant grandissante hyper vite, on flippait un peu notre race d'une surpopulation, ce qui fait que ça conduit un petit peu à ce film. Le titre du roman, Make Room, pourrait se traduire globalement par Faites de la place, faites de la place. Donc forcément, c'est en lien avec la surpopulation. Je sais pas, en français, ils auraient pu appeler ça Faites de la place, ou je sais pas, juste de la place, faites place. Il y avait plein de choses possibles, mais non, il a fallu qu'ils foirent le titre. Donc justement, pour expliquer un petit peu le titre, on se retrouve dans un univers donc où la vraie nourriture est extrêmement rare et donc forcément elle est donnée qu'à des gens extrêmement riches qui ont les moyens de se la payer. Eh bien ça nous fait 279D50C. Arrondissons ça à 279D pour Monsieur Simonson. Les personnes moins riches, eux, ils ont un peu pas le choix, ils se retrouvent à manger des sortes de petites tablettes qui sont créées par la société Solent.
Au début du film, il en existe 3 sortes, les jaunes, les rouges et les bleus, et ils finissent par sortir une nouvelle tablette qui est censée être plus nourrissante parce qu'elle est à base de plancton et qui est vert. Du coup, vous comprenez un petit peu le titre Solent Green, parce que la société Solent produit des tablettes et que la tablette verte est au centre du film, donc Solent Green. Par contre, du coup, soleil vert, ça ne veut toujours rien dire, mais du tout. Mais bon, j'arrête de rager sur ce titre et on va peut-être revenir un petit peu sur l'intrigue du film. Donc on suit le personnage de Thorn qui est un flic qui enquête sur une affaire criminelle. Bon, on va pas trop parler de l'affaire criminelle parce que pour le coup, ça n'a aucun rapport avec la nature. Du tout. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que son enquête va le mener justement sur les traces de cette entreprise qui est Solent et il va découvrir quelque chose de moyen. Donc là, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller à ce timer de façon à ne pas être spoilé. Voilà, je vous laisse y aller. C'est bon, vous êtes partis? Donc pour les gens qui sont restés, normalement vous êtes censés le savoir ou alors vous n'avez pas peur du spoil, mais il apprend que les fameuses tablettes vertes de Solent ne sont pas fabriquées à base de plancton pour une raison très simple, il n'y a plus d'océan. Donc plus d'océan, plus de plancton. Et donc en fait ces tablettes sont créées à partir de cadavres humains. Il faut qu'ils le disent au peuple. Disent quoi? Que l'océan agonise, le plancton a cessé d'exister. Ils se servent des hommes. Le soleil vert est fabriqué avec des hommes. En fait, comme il n'y a plus vraiment de nourriture, la société Solent essaie de créer une sorte de circuit fermé, en fait, où tout simplement, les gens vivent, consomment des humains et meurent et sont consommés par des humains, etc. Donc c'est un circuit fermé. Par contre, on prévient pas trop la population parce qu'on n'est pas trop sûr qu'elle apprécierait cette idée d'anthropophagie forcée. L'anthropophagie, c'est juste une forme de cannibalisme qui considère que les humains mangent des humains en fait. C'est juste du cannibalisme uniquement humain. Voilà, fin du spoil, vous pouvez revenir. Donc pour résumer un peu le film, on a une société qui est en train de mourir à petit feu de famine, de pénurie d'eau, de manque d'hygiène, de surpopulation, etc. Pour vous montrer à quel point il y a une forte surpopulation, l'intrigue se passe dans un New York dans lequel il y a 44 millions d'habitants. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y en a 8,5. 44 millions, c'est à peu près la population de l'Argentine ou de l'Ukraine, donc des pays, mais dans une seule ville. Ça vous donne un petit peu une image de ce que ça peut donner. Donc en gros ce qu'on a, c'est un auteur et un réalisateur de cinéma qui s'imaginent les conséquences que peut avoir donc le baby boom qui est en train d'exploser sur la planète en fait, les conséquences que ça pourrait avoir pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est une peur qui est quand même vachement moins présente puisque le baby boom a quand même vachement cessé. La population continue certes d'augmenter, mais quand même vachement moins vite qu'à cette époque. Mais il faut quand même dire que la population vit, ou plutôt meurt, encore sur la Terre. Passons donc maintenant au film d'animation Wall-E qui est sorti en 2008. Sachant que c'est un film d'animation qui a été fait par Pixar, on peut se douter que c'est un film plutôt adapté à un public jeune. Pourtant, la trame de fond de l'histoire est plutôt carrément sombre. Pour résumer un petit peu le film, les humains ont quitté la planète Terre parce qu'ils l'ont beaucoup trop polluée, la nature n'existe plus du tout et du coup ça l'a rendue totalement inhabitable. Donc en gros, ils sont partis dans l'espace sur des espèces de paquebots exprès, le temps que des petits robots trop mignons nettoient la planète. Sauf que ça, c'était il y a 700 ans en fait. Ça fait 700 ans qu'ils sont dans l'espace. Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Et donc en 700 ans, il y a eu plusieurs générations, donc les générations actuelles n'ont jamais connu la Terre, et on se retrouve avec une population de personnes plutôt obèses, un petit peu incapables de faire grand chose, même plus marcher par eux-mêmes. Allez, robot serveur. Tenez, prenez ce verre. Allez, prenez ce verre. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Un robot de service sera là dans un instant pour vous aider. Stuart, bonjour. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Tout ce qu'ils font de leur journée, en gros, c'est consommer de la nourriture et des vêtements tout en restant sur leur ordinateur. Non pas parce que les humains sont devenus de gros flemmards et des incapables, mais parce que c'est le système actuel qui les a conditionnés comme ça, en fait. Et pendant ce temps-là, sur notre belle planète Terre, nous avons le petit robot trop choupi, Wall-E, qui continue de nettoyer sa petite planète tout seul.
Jusqu'au moment où il trouve une plante, rencontre le robot Eve, donc il tombe éperdument amoureux. Et même si cette histoire d'amour est extrêmement chou, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Et donc comme j'ai dit, oublions cette histoire d'amour super adorable et revenons sur le contexte du film et donc en grosse partie l'introduction. Donc ce qu'on a, c'est une planète complètement bousillée qui a forcé les humains à la quitter pendant plus de 700 ans. Et je rappelle que ce film s'adresse à la base à des enfants, dans lequel donc on montre à des enfants un futur extrêmement horrible dans lequel la planète n'existe même plus et où les humains sont devenus juste gros et mous. Bon, après ce qu'on peut se dire, c'est vrai que quand on voit l'état de la planète dans le film, c'est que ça fait quand même vachement flipper, c'est extrêmement grave et on se dit qu'on n'en arrivera jamais là. Sauf qu'en fait, des endroits sur Terre qui ressemblent à ça, eh ben ça existe déjà. Avant, il y avait une jolie rivière ici, l'Odo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. C'est absurde de recevoir tous ces déchets alors qu'on ne peut pas les traiter. D'autant plus que nous ne les avons pas produits et que notre pays est devenu la poubelle du monde. L'idée en fait du coup du film, c'est un petit peu d'éduquer les plus jeunes, de leur ouvrir les yeux sur un possible futur et donc de leur montrer qu'il faut éviter tout ça en soyant un peu écolo un minimum tout le temps. Et une chose qui est assez étonnante en fait sur ce film, c'est que nous sommes dans un film d'animation et une chose que les films d'animation nous ont appris, c'est qu'il y a toujours un méchant. Et dans ce film, qui est le méchant? Je suis sympa, je vous laisse réfléchir. Et ben c'est l'un des rares films d'animation qui n'a pas de méchant. Aucun personnage en fait n'est vraiment là pour représenter le mal, puisque même les robots qui sont entre guillemets méchants, ben en fait ils n'ont pas de libre arbitre, ils font que suivre leur ligne de code, il n'y a aucun moment où ils veulent de la méchanceté. En fait le méchant dans ce film on pourrait dire que c'est la société qui a poussé les humains à surconsommer, donc à surpolluer et qui a détruit la planète et continue à détruire l'espèce humaine. Donc il n'y a pas vraiment de réel méchant, tout ce qu'on a c'est une critique de notre société actuelle qui amène à réfléchir sur des possibles dérives dans l'avenir. Et donc quand même terminons par le dernier film, qui est forcément un film de Miyazaki puisque depuis le début je vous parle de ses films à lui. Donc après Mon voisin Totoro qu'on a vu pour le shintoïsme et la magie de la nature, après Princesse Mononoke dont on a parlé pour voir un petit peu la bataille de la nature sur les hommes mais qui finit dans une harmonie retrouvée, nous allons donc aujourd'hui parler de son film de 1984, Nausicaa de la vallée du vent, qui là par contre montre un équilibre un peu rompu entre l'homme et la nature. La différence par contre avec les deux films qu'on a vus précédemment, c'est que juste avant on a vu des films dans lesquels la nature a totalement disparu, et là c'est complètement le contraire, la nature elle est très présente. Seulement voilà, cette nature a beaucoup changé à cause d'une guerre, et elle est devenue plutôt pas cool avec les humains. Comme c'est beau. Et dire que dans cette forêt de la mort, sans masque, mes poumons pourriraient au bout de 5 minutes. Donc depuis plus de 1000 ans, il y a une forêt toxique qui est en train de se créer, qu'ils appellent la Fukai, qu'on pourrait traduire par mer de décomposition, et qui donc avance continuellement. Et la particularité de cette forêt, c'est qu'elle abrite d'un côté des insectes géants, les humus, et en même temps les spores que créent les plantes sont toxiques pour l'homme, donc ils ne peuvent pas aller dans la forêt sans masque. Il faut savoir que donc 1000 ans avant l'histoire que l'on verra, les humains ont essayé de se battre un peu justement déjà contre ces bestioles, les humus, et ceux-ci ont littéralement pété un câble et détruit toutes les villes, ce qui explique que le village dans lequel se passe l'intrigue a un petit côté moyenâgeux. Et donc, comme je l'ai dit, il y a cette espèce de Fukai qui rend l'air irrespirable, mais le petit village donc de la princesse Nausicaa arrive à survivre grâce en fait à l'air marin qui rend quand même l'air respirable pour eux. Bon après, il y a quand même la princesse Nausicaa qui fait tout pour recréer une harmonie entre l'homme et la nature. Mais bon aussi, Miyazaki c'est un amoureux de la nature qui rêve que la nature prenne le dessus, tout en créant une harmonie parce qu'il pense que la nature est extrêmement intelligente. Mais moi ça m'arrange pas, donc on va juste parler des 1000 ans où la nature elle a foutu la merde et on va dire que la nature elle aime plus les hommes. Pour comprendre encore une fois un petit peu le contexte du film, il faut savoir qu'en 1973 il y a eu une crise pétrolière mondiale. Et le Japon c'est un des rares pays qui a réussi à s'en remettre très rapidement parce qu'en fait entre 1975 et 1985, donc la période d'écriture du film, ils ont réussi à se relever super vite grâce notamment au nucléaire. Donc ce qu'il faut se dire c'est qu'entre 1975 et la sortie du film en 84, on a un Miyazaki qui voit une expansion très forte de l'industrie et surtout du nucléaire. Et donc forcément, en amoureux de la nature, il a un peu peur des dérives que cela pourrait causer à la nature. Et rappelons aussi qu'en 1945, le pays, donc le Japon, s'est pris des bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Évidemment des actions qui ont traumatisé le pays. Et de voir l'arrivée du nucléaire dans leur pays, ben ça rassure pas vraiment. Bah oui, parce que forcément ça peut rappeler un petit peu les bombes qui ont déjà créé des catastrophes immenses. Alors vous imaginez avec le nucléaire un peu partout, on se dit que ça pourrait faire des catastrophes encore plus grandes. Coucou Fukushima! Et d'ailleurs cette peur des bombes est présente dans le film Nausicaa avec justement des explosions en forme de champignons atomiques.
incroyable. Voici donc l'arme qui a détruit le monde. Ce qu'il faut savoir sur Miyazaki, c'est que son cinéma d'animation est extrêmement marqué par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et aussi par la situation actuelle de la nature. Contrairement aux autres films, lui il espère éveiller les consciences en mettant en scène une nature vengeresse et qui donnerait en fait un monde uniquement végétal. Les deux autres films, eux, cherchent à faire la même chose, c'est-à-dire d'éveiller les consciences, mais non pas en montrant un monde devenu uniquement végétal, mais justement un monde dans lequel il n'y a plus de végétal. En gros, on a deux fins possibles, mais opposées à notre humanité. Dans tous les cas, dans les films qu'on a vus, que ce soit chez Miyazaki, chez Tolkien ou dans les films qu'on a vus aujourd'hui, on a la représentation d'une nature qui est complètement victime des activités humaines. Dans tous les cas, la nature s'est défendue contre justement l'activité humaine quand celle-ci a atteint les limites supportables de la nature. Et en fait, ce qu'on a vu, soit il y a une harmonie qui a été recréée, soit la nature a gagné, soit elle a perdu. Dans tous les cas, tous les films qu'on a vus, ce qu'ils veulent, c'est pointer du doigt le comportement humain afin de le remettre en question et d'espérer créer une sorte de rapport d'équilibre et de préservation de la nature, et ce, pour un public de tout âge. Que ce soit notre comportement en tant qu'adulte ou que ce soit en éveillant les consciences des plus jeunes, l'idée à chaque fois est de nous montrer que si on détruit notre planète, on va se détruire nous-mêmes. J'espère du coup que ces 3 vidéos vous auront plu. Je sais que d'habitude j'en fais 4, mais là j'en ai fait 3. Ce sujet est un petit peu différent de ce que j'ai proposé jusqu'à présent, peut-être un petit peu moins sombre, et encore que. Mais voilà, c'est un sujet que je trouve assez intéressant puisqu'il est quand même exploité depuis les années 70, et j'avais envie de voir un petit peu comment il était traité dans la culture contemporaine. Et j'attends avec grand plaisir vos avis là-dessus, et je vous prépare la prochaine série. Hey, salut, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va, du coup là t'es arrivé à la fin de la vidéo, mais tu sais quoi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Genre là, tu vois, au milieu, tu peux t'abonner, et c'est vachement cool. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dessus, et même mettre un petit pouce bleu. Et si t'es vraiment super sympa, juste là tu peux me soutenir sur Tipeee. Et puis sinon, tu peux aussi regarder d'autres vidéos. Bisous!